Il est né chez nous. sais. Il est né. Ah, Ah, ça va. Je sais pas pourquoi il s'est fait appeler Vanier. Mais après, il a pris, c'était d'abord un nom il a écrit sous le nom en journalisme, etc. Il a donné des cours. Je l'ai perdu de vue depuis qu'il est parti de la télé. Je sais pas ce qu'il est. Ouais. On m'a dit qu'il est... Ouais, ben, il est dans les affaires. Affaires financières. Bon, revenons à nos... Oui. Mais à nos moutons. Je veux dire, on va commencer après, vous nous donnerez... Non, non, non. Non, je veux dire par là, c'est qu'on peut marquer quelques adresses de ce monsieur Friedman, éventuellement. You're rolling. Bon. Ah, mais toi, tu n'as pas de micro, c'est vrai. Non, mais moi, j'ai pas à parler. C'est toi, Bon. les EI et tout ça, c'est bon. Moi, Mais si madame, vous avez quelque chose de pertinent à dire... Alors elle me dit, elle me dit beaucoup de choses. N'hésitez pas. Si elle, et si ça arrive, tu tournes ça vers elle, la prochaine le plus possible pour moi. Merci. Continue. Allez-y. Tu veux que je lance? If you want, just... Monsieur Maurice Rosner, quand est-ce que vous êtes arrivé à entrer dans la résistance et par quel chemin êtes-vous arrivé? Eh bien, bon, c'est une question qui commence au milieu qui commence avec la défaite de la France, évidemment, avec la cessation des hostilités en juin 40, après l'armistice. Et là, nous étions tous des réfugiés, c'est-à-dire tous ceux qui arrivaient soit de l'Est, nous arrivions de l'Est de la France, en passant par Bordeaux. Et les gens arrivaient de Paris, enfin, la moitié de la France était réfugiée, la moitié de la France de l'Est et du Nord était réfugiée dans la partie sud de la France, surtout quand on a su qu'il y avait une ligne de démarcation au nord, occupée par les Allemands, au sud, soi-disant, le gouvernement Vichy, un gouvernement libre, etc. Et automatiquement, au fur et à mesure que la législation restrictive, anti-juive, évidemment, du gouvernement de Vichy, commençait à prendre forme et qu'elle nous obligeait à modifier notre vie professionnelle, etc., eh bien, au fur et à mesure, c'est progressivement, nous sommes rentrés dans la clandestinité, dans la résistance, etc. C'est-à-dire que, mais pratiquement, la résistance à laquelle j'appartenais, c'était l'armée juive, l'AJ, en France. Elle a pris forme à Toulouse, où il y avait des centaines de milliers de réfugiés, beaucoup. Et on peut dire que la moitié de la population juive de France se concentrait à Toulouse ou dans la région, à ce moment-là, en 1940. Ensuite, elle s'est redispersée, évidemment, soit par des mesures de la police, soit que volontairement les Juifs se sont dispersés dans les autres régions, Marseille, Lyon, etc. Mais d'abord, la route du sud était la route des réfugiés, la route de la fuite du nord vers le sud, etc., pensant qu'on pouvait aller soit en Espagne, évidemment, pensant qu'on pouvait embarquer par les ports du sud vers l'Angleterre ou bien aller en Afrique du Nord. Ça, c'est le début, évidemment, les années 40. Toutes ces voies-là se sont automatiquement bloquées et arrêtées. Il a fallu changer trouver d'autres voies, ou bien il fallait décider, on reste en France, sous l'occupation ou le gouvernement du Vichy. Et là, il fallait décider finalement ce qu'on va devenir et comment on va survivre à cette époque-là, dont on ignorait complètement, évidemment, quel serait le déroulement de la guerre. Le déroulement, on ne connaissait pas non plus, le déroulement des lois anti-juives et des persécutions anti-juives, évidemment, on ne connaissait pas encore tout ça en 1940, mais on sentait qu'il y avait un changement d'atmosphère, que nous avions un gouvernement qui était hostile aux Juifs, ça c'était certain, soit qu'ils étaient obligés de le faire par les accords d'armistice, qui n'étaient pas publiés, parce que dans les accords d'armistice, il n'y a pas de trace de loi anti-juive, soit que volontairement, ou bien c'était des accords non écrits, les Français s'engageaient à prendre des mesures anti-juives, etc. Ça commençait par des numerus clausus, expulsion de certains dans les domaines professionnels, etc. Et ça continue évidemment dans le domaine privé de chacun, et le titre de juif devenait évidemment un titre qui était automatiquement, voulait dire, une persécution et un danger de mort.
finalement. Et c'est au fur et à mesure, évidemment, de cette législation anti-juive que nous avons pris conscience qu'il fallait, pour survivre et pour se sauver, rentrer en clandestinité, devenir de plus en plus clandestin, de plus en plus résistant. C'est-à-dire que, à vrai dire, depuis 1940, les premières mesures anti-juives nous ont amenés à penser à la résistance et déjà à former un groupe qui s'est formé à Toulouse et qui était le centre résistant juif, à vrai dire, en France. Et c'était le début de la JI, c'était d'abord des groupes d'études où on échangeait des idées, on se rencontrait, et tous les gens, tous les juifs qui venaient de différentes communautés, du nord, de l'est, etc., et c'était les plus grandes communautés, c'était Paris évidemment, et l'est, l'Alsace-Lorraine, nous venions nous-mêmes de la Lorraine. Nous avons vécu à Metz jusqu'au 1er septembre 1939, c'est là que j'ai vécu, jusqu'à la guerre. Et alors, c'est là que nous rencontrions, que nous échangeons les idées. Il y avait parmi nous, nous étions jeunes. Je suis né en 21, par conséquent, c'était en 40, j'avais 19 ans. Et il y avait parmi nous des gens avec beaucoup d'expérience, des politiciens, il y avait des cadres universitaires, il y avait des journalistes, etc. Et on échangeait les idées, et c'est là évidemment que s'en formait l'idée d'une résistance. À ce moment-là, c'était encore, ça paraissait lointain, parce qu'on ne voyait pas la nécessité. Et surtout qu'il n'y avait pas d'atmosphère de résistance en France non plus, malgré l'appel du général de Gaulle. Il ne faut pas croire qu'il y avait une adhésion de masse, évidemment, à la résistance en 40 ou en 41. Ce n'est que peu à peu, au fur et à mesure, comme je vous le dis, que le gouvernement amené à éditer des lois anti-juives, et au fur et à mesure que les Français eux-mêmes, et juifs et non-juifs, commençaient à rentrer dans les catégories où ils devaient penser à rentrer à la résistance, comme par exemple le service obligatoire, le STO, le service du travail obligatoire, qui amenait les jeunes Français à devoir aller en Allemagne, travailler pour les Allemands dans les usines allemandes, afin soi-disant pour libérer des prisonniers de guerre qui étaient très nombreux. Il y avait plus d'1 million de prisonniers de France en Allemagne, mais à vrai dire c'était simplement pour fournir une main-d'œuvre très bon marché et obligatoire pour l'Allemagne, pour les efforts de guerre. Comme beaucoup de jeunes ne tenaient pas du tout à aller là-bas, et bien automatiquement les jeunes Français également formaient la résistance. Et c'est comme ça que, ma foi, parallèlement, la jeunesse juive, bien avant, et pour d'autres motifs, et des motifs, évidemment, pour des motifs beaucoup plus personnels, et évidemment, et de survie, et les jeunes Français, surtout à partir de 1941, les deux ont marché parallèlement vers les mouvements de résistance, etc. Maintenant, pour que l'organisation même, c'est-à-dire qu'il s'est formé un groupe qui s'appelait AGI, qui s'est formé à Toulouse, les chefs étaient à Toulouse, j'ai adhéré moi-même en 1942. Voilà. Et je suis resté, justement, évidemment, jusqu'à la libération dans ce mouvement-là. Et à partir de 1944, j'ai passé avec beaucoup d'autres officiers de l'AGI à ce moment-là, suite à un serment que nous avons prêté pendant la guerre. Et ce serment voulait dire qu'on continuait à lutter jusqu'à l'établissement d'un État juif en Palestine, évidemment. Et bon, on nous libérait, à vrai dire, de ce serment à la libération. On a libéré beaucoup de gens de ce serment. Moi-même, j'ai décidé de continuer avec les délégués de la Ghana, à continuer à prêter main à tous les efforts et de concentration des réfugiés qui venaient de l'Est, évidemment, en France, à l'acheminement de ces réfugiés vers la Palestine, etc. Et bref, d'autres activités. Ça, je vous donne évidemment un tableau d'ensemble de mes activités. Et ceci s'est passé, évidemment, jusqu'à la guerre d'indépendance, etc. Juste couper un instant. Par à votre question, vous comprenez alors. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à cette idée que si la question était enregistrée, il faut le reprendre d'une manière. Autrement, on ne sait pas à quoi répondre, vous comprenez. Mais vous êtes presque de mon métier. Comment? Je ne suis pas du métier, mais j'imagine qu'en répondant à une question, il faut bien qu'on sache quelle était la question. Ou je réponds à côté, ou je ne réponds pas. Vous comprenez, quelquefois je réponds à côté, volontairement. Moi, en tant que monteur, je l'apprécie. Votre souci. Ça roule. Bon. Bon, alors je vous ai donné évidemment un aperçu général de la conduite de la guerre et de ce qui s'est passé pendant la résistance, etc. Mais enfin, c'est en termes tout à fait généraux, c'est des titres, des têtes de chapitres, etc.
Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs rôles, de 42, mettons, à 44, c'est-à-dire depuis mon enrôlement effectif jusqu'à la libération en 44. J'ai exercé d'abord, j'étais recruteur pour la résistance. J'étais également chargé d'instruire. J'étais moi-même, j'ai passé l'instruction militaire, d'instruire les gens. Alors ça se passait soit en ville, et ça se passait en général dans un institut sportif, il y avait des écoles sportives, des écoles de sport. À Toulouse, il y avait une école qui était très célèbre, c'était l'école de Nakache. Nakache était un champion olympique de natation en 1936, c'était un juif tunisien qui était un des plus grands champions de France de natation international. Et je crois que pour battre ses records, il a fallu attendre très très longtemps après la guerre. Et là, lui-même, je crois, a été déporté. Il me semble, je ne sais pas. En tout cas, il avait un grand institut sportif. Et chez lui, il savait exactement de quoi il s'agissait, évidemment. Nous nous réunissions et nous faisions également, évidemment, des exercices sportifs qu'on n'a pas l'habitude de faire en ville, etc., des exercices spéciaux. Un aspect d'entraînement militaire en chambre. En chambre, c'était quand même une grande salle, très grande salle. Et, ma foi, un début d'instruction militaire concernant la connaissance des armes, etc. C'était à peu près ça. Et ensuite, on m'a envoyé à Grenoble, envoyé dans différentes autres villes pour former des sections là-bas sur place, continuer à recruter. Et le recrutement devait se baser également sur l'instruction, évidemment. Et pour revenir au groupe de jeunes, mon recrutement se faisait justement dans le cadre de groupes de jeunes. J'étais moi-même, à ce moment-là, j'étais lié à un groupe de jeunes religieux à Toulouse. J'étais lié à ce groupe de jeunes avant la guerre. Et c'était le rabbin Paul Rothman qui avait monté, qui était avec nous, c'est-à-dire nous étions ensemble. Nous vivons, on peut dire, pratiquement côte à côte depuis 1926-1927, vous voyez, depuis Metz. Nous ne sommes pratiquement pas quittés. Eh bien, dans son groupe, j'ai participé à son groupe de jeunes, au camp de vacances, etc. Et c'est dans ce groupe-là que je recrutais. Je recrutais ensuite lorsque le MJS s'est formé dans le groupe de MJS, évidemment. Parce que tous ces groupes-là, et évidemment des EI, mais à titre personnel. Je ne suis pas allé dans les camps d'EI pour recruter, parce que les EI étaient très très bien organisés. Et eux, progressivement, sont passés dans la résistance armée avec notre accord, et quelquefois avec notre supervision, et guidés par nous pour la politique générale, évidemment, de contact avec la résistance française, etc. Eh bien, c'était à peu près, là, c'était le terrain de recrutement, si vous voulez. Maintenant, les recrues, on devait former sur place des groupes francs dans les villes, ou bien d'être envoyés dans des maquis que nous avons formés en fin 43, au début 44, dans la montagne noire, former des formations de résistants dans les maquis. Ces résistants, c'était surtout des gens qui, ou bien par leur action de résistance en ville, étaient brûlés, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, entre guillemets, brûlés, c'est-à-dire qu'ils étaient trop connus de la police, avec des affiches comme « Wanted », désirés, n'est-ce pas, dans les commissariats de police. Ils ne pouvaient plus rester en ville, ou bien ils devaient disparaître pendant un certain temps. Ça m'est arrivé moi-même également, j'ai disparu pendant un mois au maquis, pour cette raison-là, qu'on m'oublie, qu'on ne me voit pas. Et ça, c'était ça, les groupes, ou bien des gens qui, par leur aspect, ou bien par leur prononciation, ne pouvaient pas passer pour les Français, évidemment, pas pour les Français non juifs du tout, du tout. Eh bien, ça, c'était un des problèmes, il fallait les cacher. Alors, des familles, on les cachait évidemment chez les paysans, dans les appartements, etc. Mais les jeunes, on les cachait évidemment au maquis. Alors, là-bas, en association avec l'AS, l'armée secrète, qui était l'armée de Gaulle, en France. Et on a donné l'instruction militaire, alors ça complète, tout à fait complète, avec des armes militaires, des unités militaires, etc. Bien, à ceci, j'étais également agent de liaison entre les... Je voyageais, à cause de mon aspect et de mes papiers, je voyageais beaucoup de Toulouse à Lyon, de Lyon à Paris, etc., à Marseille, bref, je voyageais un peu partout.
partout où il y avait des groupes qu'on avait formés et qui avaient besoin de liaison, qui avaient besoin de passer des instructions ou bien de convoyer des armes. Les armes étaient... Comment? D'où venaient les armes? Les armes venaient... Oui. Je ne me suis jamais occupé de l'achat d'armes, mais les armes venaient deux sources principales. D'abord, l'armée française qui avait été démobilisée, beaucoup d'armes françaises avaient été cachées. Ça a été livré évidemment, en gros, ça a été livré, surtout les pièces lourdes. On n'amenait pas des canons dans la résistance, etc. Mais des fusils, des mitrailleuses, etc., des revolvers étaient cachés par des gens qui pensaient déjà à la résistance. C'était des officiers qui avaient caché soit dans leur jardin, soit dans leur domaine, etc. Il y avait beaucoup de nobles. La droite française était constituée par des officiers. Les officiers étaient vraiment des gens des milieux aristocratiques très souvent. Ils avaient des domaines, on pouvait cacher des armes là-bas. Alors ces armes venaient très souvent de là-bas. Une autre sorte d'armes, c'était dans le sud de la France. Les républicains, qui avaient été défaits évidemment par Franco, sont arrivés en France, désarmés. D'autres sont passés par des voies non légales. Ils ne sont pas rendus aux gendarmes français, sont passés par les Pyrénées, etc., avec leurs armes, etc. Ces armes avaient été cachées. C'était une des sources, évidemment, de l'approvisionnement en armes. Une troisième source, mais celle-ci est arrivée seulement au début 1944, c'était avant le débarquement en Normandie, c'était les parachutages. Parachutage qui était destiné aux maquis de la Montagne Noire. C'était pas maquis. Les Juifs avaient des unités dans la Montagne Noire, mais les maquis de la Montagne Noire, c'était les maquis de l'AS, de l'armée secrète, évidemment, de Gaulle. Voilà, c'était des maquis qui étaient entourés par des cadres, des officiers supérieurs de l'armée française, évidemment, qui avaient été démobilisés en 1940 et qui ont repris service en résistance, etc. Ça, c'était à peu près les sources d'armes. Voilà, et maintenant, je vous dis, mes grandes activités, c'était les contacts entre les sections, recrutement, acheminement d'armes, acheminement d'argent, évidemment, et d'ordre de la centrale de Toulouse, où les chefs étaient à Toulouse, en général, donner des ordres, évidemment, et de coordonner les activités entre les différentes sections. Quelquefois également, il s'agissait, à la suite de choses qui sont arrivées, il a fallu renforcer certaines sections. Comme il fallait renforcer la section de Paris, nous avons pris des gens d'une section à une autre section. Nous les avons envoyés évidemment vers Paris, ou bien vers Lyon, etc. Au fur et à mesure que la situation changeait, on ne pouvait pas laisser les gens en place, il fallait les munir de nouveaux papiers, de moyens, les acheminer dans une nouvelle section, et voilà. Moi-même, je me suis retrouvé à la Libération comme chef du groupe franc de Lyon, participer au combat à la libération de Lyon, voilà. Est-ce que vous avez joué un rôle d'éducateur dans ce Non, jamais. Jamais, non, 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 non. Peut-être un rôle de persuasion, de faire partie de la résistance, n'est-ce pas? Je vais essayer de persuader les gens. Persuader deux genres de personnes, à vrai dire, deux genres de jeunes, des jeunes qui faisaient partie des mouvements de jeunes qui n'étaient pas actifs au point de vue résistance, qui étaient actifs au point de vue social, au point de vue sauvetage de juifs, c'est ça, pour les ramener également vers les activités de résistance même, c'est-à-dire leur donner une formation de pouvoir éventuellement se battre le jour où il faut être appelé à se battre. Oui, oui, et également pour d'autres, pour les persuader quelquefois de rentrer en résistance alors qu'ils étaient cachés avec leur famille, ça arrivait très souvent. Des gens qui étaient planqués, si vous voulez, dans des endroits chez les paysans, dans la campagne, etc., avec leur famille très souvent, les persuader à laisser leur famille. Ils ne contribuaient ni au gagne-pain, ni à être chef de famille. C'était des célibataires, évidemment. Les persuader à quitter cette vie passive de sécurité personnelle pour rejoindre les rangs de la résistance. Et une troisième, c'était des gens qui très souvent faisaient partie de la résistance française et résistance générale, c'est-à-dire la résistance non juive, leur demandaient que parallèlement ils passent également à la résistance juive. C'était pas facile parce que ces gens-là demandaient, nous luttons contre l'occupant allemand, nous ne luttons pas pour une nation juive, nous ne luttons pas évidemment pour un État juif,
Mais il fallait les persuader. Nous avons réussi à, et surtout à avoir des cadres très valables. C'était parce que c'était des gens qui étaient des Français, évidemment, de longue date, et qui, par leur situation, avaient été déjà, et très souvent, comme Jacques Lazarus, faisait partie des cadres réguliers de l'armée française, etc., les persuadait évidemment de venir rejoindre nos rangs pour nous donner un coup de main, etc. Très souvent, ils le faisaient parallèlement à continuer la résistance, évidemment, générale. Ou bien ils passaient complètement dans nos rangs, etc. Mais évidemment, nous avions, parce que nous avions des buts, et les buts évidemment qui étaient dictés par la persécution juive étaient évidemment beaucoup plus sévère et beaucoup plus dangereuse que la persécution des Français résistants, automatiquement. Eh bien, nous avons eu évidemment leur aide. Ils ont été persuadés à venir rejoindre nos rangs pour donner un coup de main. C'était, si vous voulez, plus qu'une résistance. C'était une résistance et un sauvetage d'autrui. Pas seulement se battre pour libérer, mais pour se battre d'abord pour sauver les Juifs. Voilà. À quel moment est venue pour vous l'idée de la Palestine, enfin, du futur État d'Israël? Est-ce que vous étiez déjà engagé dans cette... On était engagés comme jeunes, je vous dis, nous faisions partie d'un groupe de jeunes à Metz, avant la guerre, depuis mon plus jeune âge. C'est un groupe de juifs religieux, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, à vrai dire. C'était le groupe de Paul Rothman. Le groupe Paul Rothman à Metz, le groupe de Moshe Scheinbach qui était à Strasbourg, c'était lui le promoteur de ce groupe-là, à vrai dire. Moshe Scheinbach qui est parti en Israël, en Palestine, avant la guerre, dans un kibbutz, ici, et qui est revenu après la guerre comme chalier en France. Et c'est un groupe alsacien-lorrain. Nous retrouvions évidemment dans les camps de vacances, nous retrouvions dans les rencontres, quand on faisait des rencontres d'instruction, c'est-à-dire de conférences sur la Palestine, etc., que nous n'avions pas évidemment dans les occupations quotidiennes. Nous allions au lycée, nous étions occupés à étudier, etc., mais au moment des vacances, nous rencontrions, et c'est là que nous entendions évidemment l'idée de sionisme et Palestine, etc. Et l'idée, évidemment, automatiquement, comme je vous l'ai dit, le fait de rentrer à l'armée juive, en prêter un serment de rester fidèle à l'établissement d'un État juif en Palestine, mais évidemment, eh bien, ça m'engageait, si vous voulez, par serment. Et automatiquement, si vous voulez, parallèlement, c'était une déception de l'attitude française pendant la guerre. Évidemment, cela a beaucoup aidé à convaincre du sionisme, comme beaucoup de jeunes de mon âge. Et automatiquement, ma foi, j'ai participé à l'activité de la Ghana, après la libération, dans ce cadre-là, et quand l'activité s'est terminée, l'établissement de l'État juif, évidemment, j'ai fait mon alia. Je suis arrivé ici au début 1949. Et depuis, voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer un moment où vous avez eu très peur, où vous avez frôlé un très gros danger? Est-ce que vous avez été arrêté? Il y a des moments, évidemment, qui étaient plus... C'était dangereux. Du moment qu'on devient clandestin avec de faux papiers, c'est toujours dangereux. Parce que les faux papiers, même quand on n'a rien fait du tout, évidemment, cela veut dire qu'en vérification, vous devenez automatiquement un suspect et on vous arrête et on vous déporte. C'est évident. Tout en n'ayant rien fait du tout, rien qu'être muni de faux papiers. Et c'était un danger qui était permanent. Dans tous mes déplacements, je vous dis, comme je déplaçais beaucoup, chaque déplacement, cela voulait dire un contrôle de la police. Il n'était pas possible de rentrer dans un train sans passer par un contrôle de police. Alors quand vous prenez un train plusieurs fois à un même endroit, que la police a l'impression de vous avoir vu beaucoup, alors que normalement vous êtes étudiant, normalement vous êtes n'importe quoi. Très, très jeune, vous allez soi-disant ou à la faculté, ou vous êtes employé dans un commerce quelconque. C'est pas comme aujourd'hui, on ne voyageait pas beaucoup à ce moment-là. Surtout pas à ce moment-là, évidemment. Et surtout ne voyageait pas de Toulouse à Paris. On peut voyager à Toulouse, vers la région de Toulouse. On peut aller de Toulouse à Albi, de Toulouse à Castres, vous voyez, de Toulouse à Pau. Mais on ne voyageait pas, évidemment. On ne faisait pas des centaines de kilomètres pour aller voir quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ça devenait automatiquement suspect. Alors la suspicion, ça pouvait passer quelquefois
Mais quand on paraissait beaucoup trop souvent, il fallait changer d'identité, évidemment. C'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'en général, ils notaient les gens qu'ils contrôlaient. Quelquefois, ils arrêtaient les gens pour contrôle. Ils laissaient passer la nuit pour le contrôle. Ça m'est arrivé une seule fois, mais à vrai dire, on n'a pas contrôlé, heureusement. Parce que j'avais une fausse identité qui n'était pas très bonne, c'est-à-dire qui n'était pas contrôlable. Mais en général, j'avais des fausses identités qui étaient très contrôlables, c'est-à-dire que c'était des doubles d'identité existantes. Et on pouvait téléphoner à la mairie ou à l'endroit de naissance, demander si monsieur tel et tel existe, évidemment. Et puis le maire ou la secrétaire de mairie confirmait qu'effectivement, une telle personne existe, etc. Ou on pouvait téléphoner à la faculté, est-ce que monsieur est inscrit? Monsieur est inscrit, voilà. Un étudiant inscrit. Vous voyez, c'était à peu près ça. Le danger, par conséquent, était permanent dans ces conditions-là. Le danger, évidemment, pouvait découler également d'une dénonciation. Et c'est arrivé très souvent. Dénonciation, non pas de nos camarades à nous, dénonciation de gens avec lesquels nous étions en contact, forcément, soit des gens de l'administration, comme des mairies, etc., soit que nous étions en contact avec certains mouvements, que peut-être dans ces mouvements se cachait quelqu'un qui a été arrêté ou qu'on avait évidemment torturé et qui était obligé de transmettre évidemment des données et qui savait où je me trouvais, etc. Maintenant, le plus grand danger, à vrai dire, c'était lorsque j'étais arrêté moi-même et que j'étais soupçonné automatiquement en étant arrêté soit dans les trains. Eh bien, j'avoue que dans ces moments-là, j'avais beaucoup de chance. Soit que j'arrivais à persuader que je n'étais pas ce qu'ils pensaient que j'étais, ou bien que, je ne sais pas, j'inspirais confiance, je ne peux pas vous dire, ou bien j'avais la chance. C'est surtout certainement ça, ou bien j'étais destiné à vivre, c'est tout. D'autres n'étaient pas destinés, mais j'étais arrêté en même temps que d'autres étaient pris, d'autres ont été malheureusement tués, etc. La pire des choses qui m'est arrivée, c'est évidemment quand j'étais arrêté le 29 juin 1944 avec Ernest Lambert, qui était mon chef à Lyon. C'était le chef de la résistance juive à Lyon. Nous avons été arrêtés ensemble et avec sa femme, Anne-Marie Lambert, qui est actuellement à Jérusalem. Et nous avons été arrêtés. On a été contrôlés tous les deux. Lui, qui était un Français de souche, de vieille souche, était mon fils de Français, arrière-fils de Français, etc., lorrain de génération en génération, et qui n'avait même pas changé de nom, puisqu'il s'appelait Ernest Lambert. Il n'était jamais déclaré comme juif, jamais déclaré comme juif. Il était fils d'un nom qui n'était pas juif, c'était pas un fils d'Israël ou d'Abraham, n'est-ce pas, etc. Et ma foi, je ne sais pas pourquoi, sans papier, c'est-à-dire je sais pourquoi, parce c'était déclaré qu'il était agent d'assurance. Un agent d'assurance, normalement, avait toujours une carte d'identité assureur sur lui. Agent d'assurance, c'était une identité qui était très recherchée, qui était d'ailleurs très rare. J'en avais une parce que j'étais moi aussi, il m'avait fait faire. Et cela vous permettait de sortir le soir, d'aller dans les maisons, de frapper dans les maisons pour demander soi-disant si on voulait s'assurer. Ce qui n'est pas possible pour les autres, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison que les gens rentrent dans les maisons, qu'ils n'appartiennent pas. Vous savez, il y a la concierge, on ne va pas rentrer comme ça. Et nous avions intérêt à aller dans les maisons, etc., soit parce que nous enquêtions sur quelqu'un qui était collaborateur, etc., soit qu'on allait voir quelqu'un qui était caché. Bref, une carte d'assurance était toujours une identité excellente pour couvrir les activités clandestines. La sienne était. Il ne l'avait pas ce jour-là, il avait changé de veste, il l'avait toujours en général, il ne l'avait pas ce jour-là. Et dans le contrôle, on a dit à sa femme Anne-Marie Lambert et moi-même d'aller chercher la carte. On m'a libéré pour aller chercher la carte. Quand nous sommes revenus, entre-temps, on l'a fouillé, puis on a retrouvé un petit papier avec des codes secrets. Et là, ils ont commencé évidemment à le soupçonner de résistance, etc. Et c'était la fin. C'était la fin, et c'est là qu'évidemment, j'étais encore une fois contrôlé. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti. C'était, je vous dis, une chance. Et plusieurs fois, il m'est arrivé de ce truc-là d'être arrêté, en même temps que d'autres personnes qui m'accompagnaient ou qui ne m'accompagnaient pas. Avec d'autres gens, dans les trains par exemple, il y avait plusieurs suspects. Arrêtés par les Allemands, arrêtés par la gendarmerie française, etc. J'ai eu la chance d'être toujours libéré. Voilà. La spécialité, la responsabilité de recruteur ne présentait pas un danger en ce qui concerne les gens
vous allez vers les gens que vous ne connaissez pas spécialement? Est-ce qu'il y avait une sélection, présélection à opérer? Et pour les raisons de sécurité et aussi pour les raisons de compétences probables pour les laisser enfants? Oui, je vois que l'expérience de la clandestinité déjà vous a amené à poser des questions justes, c'est vrai, questions très justes. Il y a deux attitudes lorsque vous allez recruter quelqu'un. La personne sait que vous ne venez pas de la part, ce n'est pas Maurice Osner qui est étudiant, qui vient le voir pour lui demander comment il va, ou pour lui apporter quelque chose, un cadeau de Noël, pas du tout. La personne est au courant que je viens le voir pour le recrutement. Maintenant, il y a deux attitudes, effectivement. La personne a peur, automatiquement, elle se méfie de moi. Je peux être moi un agent double, être envoyé par quelqu'un pour le rechercher lui, pour l'impliquer lui dans un mouvement, ensuite pour pouvoir l'arrêter plus facilement, qu'il soit juif ou pas juif, qu'il soit un juif caché, son identité non juive. Évidemment, je risque évidemment ensuite de le traquer ensuite et de le dénoncer, c'est évident. D'un autre côté, je peux effectivement, si la personne devait être arrêtée ensuite, qu'on pose la question, on a posé la question les gens, avez-vous été contacté par un groupe de résistance? Et si la personne sous la torture pouvait dire que c'est moi, eh bien, la personne était avertie que je faisais partie d'un groupe. Et c'était une menace. C'est-à-dire que si on me touchait à moi, en gros, c'est d'avoir évidemment affaire. Si vous voulez, c'est le système, comme tous les. Il y a un système de mafia un tout petit peu, si vous voulez. Ce n'est pas une chose qu'on acquiert tout de suite. C'est une chose qui, au fur et à mesure, évidemment, de l'activité, quand on a plus de 2 ans d'activité clandestine, on a un espèce de caractère de mafioso, c'est évident, c'est évident. Ce n'est pas très recommandable, ce n'est pas très, évidemment, très moral, mais la menace, ça fait partie, si vous voulez, du jeu. Alors, c'est-à-dire, je me sens menacé, je menace, c'est évident. Par conséquent, et c'est un risque, toute chose est un risque, il n'y a pas à dire. Je vous dis, pour toute activité, sortir dans la rue, aller dans la rue est un risque. J'étais pris dans des rafles, où on vérifiait les papiers. J'étais très souvent dans la rafle et j'étais mis de côté comme suspect parce que j'étais jeune. Et que je pouvais être suspect parce que j'avais échappé au STO, service de travail obligatoire, non pas par juif, non pas en tant que juif du tout, comme juif, comme français, qui se cachait, c'est tout simplement, c'était déjà un risque. C'était même pas pour une résistance, c'était le français qui échappait au devoir du STO. Eh bien, c'était un risque, tout devenait un risque. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à m'en tirer aux interrogatoires de police. On me rendait mes papiers, puis c'était... Voilà. C'est une chance que vous voulez, c'est la chance que tout le monde n'a pas eue, j'avoue. Si vous voulez, tout le monde n'a pas couru le même risque, tout le monde n'était pas toujours dans les trains ou sur les routes comme je l'étais moi. Je peux dire que la moitié de mon temps de résistance, je l'ai passé dans les trains, dans les gares, sur les routes, etc. C'est-à-dire, un jour sur 2, j'étais en voyage. L'autre partie de la question était comment reconnaître quelqu'un qui a la qualité d'un bon résistant. Vous êtes recruteur. C'est ça, évidemment. Je ne demandais pas un curriculum vitae. Je ne demandais pas de curriculum vitae. Et très souvent, nous savions, ou bien la personne étant dans un groupe de jeunes, le chef du groupe était quelqu'un qui était acquis à nos idées, évidemment. Il me recommandait déjà un jeune, mais forcément, un jeune n'est pas forcément fait pour telle activité pour laquelle il était recruté par moi. Il peut être recruté par le service social pour aider les enfants à se cacher, convoyer des enfants, surtout pour les jeunes filles. Il peut être recruté pour aider les gens, pour aller voir les gens qui étaient cachés. Il peut être recruté pour être dans un laboratoire, ce que nous appelons un laboratoire, et faire de faux papiers sur place et être caché. Il pouvait être recruté parce que c'est un type audacieux qui pouvait traverser la frontière, aller chercher de l'argent, aller envoyer des rapports en Suisse et revenir de Suisse, etc. Il pouvait être recruté parce qu'il avait un passé militaire, comme instructeur, ou bien comme encadré, comme cadre. Il pouvait être recruté simplement comme soldat de la résistance
et pour être formé soit dans les centres de ville, soit au maquis, etc. Maintenant, comment reconnaître celui qui a l'étoffe de quelque chose? C'est instinctif. Quand vous reconnaissez un danger, vous sentez le danger qui vient. Vous reconnaissez un mauvais chauffeur qui vient en face de vous, dans une voiture. Vous reconnaissez quelqu'un, écoutez, j'ai eu de la chance même comme agent d'assurance. Je vous ai dit, j'ai passé un cours d'agent d'assurance. Agent d'assurance, j'avais une carte d'assurance. Agent d'assurance, il faut faire confiance, il faut donner confiance d'abord. N'est-ce pas? Vous rentrez dans une maison, quelqu'un, une jeune fille seule vous ouvre la porte, une famille vous ouvre la porte le soir, elle ne sait pas comment. Il faut que vous donniez confiance pour que la chose que vous proposez est une chose, d'abord, elle est honnête. On ne peut pas vous vendre quelque chose et ensuite partir avec votre argent, etc. Ou faire signer quelque chose et que vous retrouviez ensuite devoir redevable de quelque chose que vous n'avez jamais obtenu. Par conséquent, on vous enseigne quelques éléments de psychologie, d'agent commercial, etc. J'ai passé ce cours-là à l'Union, mais très peu. Mais à vrai dire, tout ça, c'est une affaire de... au début, je n'avais pas encore cette confiance, et je ne donnais pas cette confiance, et moi-même, je n'avais pas cette confiance encore. L'assurance de soi et d'être sûr de soi, c'est une chose que ma foi on se dit dans une situation donnée. Ou être sûr de soi, ou bien on est perdu. Il y a des jours où on n'est pas, on peut se lever le matin en disant « aujourd'hui je sens que ça ne va pas ». Ça arrive. J'ai peur, ça arrive, c'est humain. Je ne me sens pas en sécurité. Vaut mieux abandonner, vaut mieux laisser tomber. Eh bien c'est une journée de perdu. Ça, c'est évidemment, c'est une appréciation que l'on a. Et ma foi, quand on n'a pas ce sens-là, ce sixième sens de la clandestinité, eh bien ma foi, on peut dire que vaut mieux ne pas y aller, ne pas s'engager. Mais je pensais que vous vouliez que l'on parle de mouvements de jeunes, etc. Si vous avez des choses un petit peu plus précises. Je peux vous donner un aperçu général. Parce que un topo général sur les mouvements de jeunesse, on Vous l'avez. eu sur les EI, sur le CIGA. C'est ça. Et si vous avez évoqué vos rapports avec ces mouvements de jeunesse, C'est ça. Inclus, est-ce qu'il y a est-ce que vous vous souvenez de réunions particulièrement importantes avec, par exemple, c'était l'OJC, comment s'appelait l'AJ. La fusion de... Ah, l'OJC, c'est la fusion des MJS et AEI avec l'AJ, c'est ça. Dans le cadre de l'AJ, c'est ça, ça s'appelle l'OJC, Organisation Jeune de France. Et à quel moment est-ce que l'AJ a rencontré ou a formé, enfin... L'OJC, oui. Ou l'OJC est rentré dans l'AJ plutôt Non, c'est le approché l'OJC. Oui, l'AJ est devenu OJC, si vous voulez. Il y a une différence. D'abord, l'AJ elle-même a eu des modifications, des transformations au fur et à mesure, évidemment, que les gens qui étaient recrutés changeaient et donnaient le caractère au mouvement. Le mouvement, évidemment, était basé sur une approche idéologique, si vous voulez, sionisme national et armé, de lutte armée. Et cette approche n'était pas toujours très comprise de nos recrues, qui n'avaient pas ce passé, si vous voulez, de formation sioniste que j'avais moi ou qu'avaient les autres de ces cadres-là. Il fallait par conséquent adapter très souvent, et qu'on voulait avoir évidemment l'apport des éléments qui venaient en dehors de ces mondes sionistes normaux. Eh bien, il fallait évidemment changer un tout petit peu ou de méthode, ou de caractère, ou même entamer un tout petit peu, si vous voulez, faire une petite encorche à l'idéologie. J'ai vécu toutes ces transformations-là, à vrai dire, l'AJ avant de devenir AJ, était la MF, la main forte, c'était un groupe, si vous voulez, un noyau fort, c'était Yatrazaka, on appelait ça en hébreu. C'était un groupe qui était déjà beaucoup trop caractéristiquement nationaliste, sioniste, par conséquent, ça pouvait éliminer des gens qui venaient des mouvements sionistes socialistes, etc.
Alors, ce mouvement-là de la main forte s'est transformé en armée juive, avec un caractère beaucoup plus général, une approche beaucoup plus générale. Mais le fait même que ça s'appelait armée juive, juive évidemment c'était normal, mais armée, cela évidemment, cela donnait certains, si vous voulez, comment dirais-je, des doutes, non pas des doutes, ou bien une hostilité, ou bien une opposition à notre mouvement de la part de cadres qui étaient, eux, idéologiquement, assez loin de la notion armée. Parce que armée juive, ça voulait dire une armée spécifiquement juive qui n'a rien à voir d'abord avec la résistance française, n'est-ce pas? On ne pouvait pas expliquer tout ça à la nouvelle recrue, que finalement nous sommes en relation avec la résistance française, qui elle aussi très souvent ignorait ce terme d'armée juive. Vous savez qu'il était un groupe juif de résistants, mais que c'était une armée juive, c'était l'armée secrète, ça c'était une armée, l'armée de De Gaulle. Une armée, évidemment, c'est une chose nationale, qui, derrière, une armée, c'est un produit de nation, d'un peuple, d'un pays. Nous n'étions pas tout ça, évidemment. Alors ça, évidemment, ça a rebuté beaucoup de gens, ça a créé une certaine opposition. Et les EI, dont le caractère était un caractère de français, surtout de nationalistes français, c'était des patriotes français, et qui en grande partie, les cadres surtout, c'est des cadres de français de très vieille génération, Robert Gamzon, Hamel, comme vous le connaissez, Denise, etc., ou bien Simon Lévite, etc. C'était des gens de vieille génération, d'ancienne génération française. Eux, évidemment, ils savaient qu'il fallait lutter pendant la guerre, il fallait lutter pour la sauvegarde et le sauvetage des Juifs, c'est évident, à titre personnel, et non pas à titre de nation. On ne va pas sauver la nation juive, on va sauver des Juifs, un certain Juif. On va sauver un enfant juif, une famille juive. Ceci, c'est concret et ceci est compréhensible. Pour d'autres, eux, ils ne voyaient pas du tout la nécessité de former une armée juive. C'était une armée juive en exil, si vous voulez. L'armée juive qui devait être, si vous voulez, la formation d'une armée qui devait être créée en Palestine, et c'était par conséquent notre armée en exil. Il y avait des armées étrangères en France pendant la guerre, libération. Il y avait l'armée polonaise, c'était les unités polonaises qui étaient restées en France pendant la guerre, qui sont rentrées en exil. Il y avait l'armée tchèque, n'est-ce pas? Bon, ça c'est une armée. Il y avait les pilotes anglais qui étaient prisonniers, etc. Ça faisait partie d'une armée. Et il y avait l'armée espagnole, républicaine, qui pensait qu'après la libération, après la guerre, ils pourraient reprendre les hostilités contre Franco. Ça, c'était une armée qui représentait un pays. L'armée juive était évidemment quelque chose qui soulevait des questions. Et il a très souvent, et quand effectivement l'AJ, l'armée juive, avait décidé de former un ensemble beaucoup plus large et d'unifier tous les mouvements de jeunes, et tous les mouvements de jeunes ont été unifiés en dehors des communistes, en dehors des FDP communistes ou de la Moye, etc., qui ne sont pas rentrés dans ce groupe-là. Mais je parle de gens qui de toutes les tendances des mouvements sionistes ou des mouvements français, communautaires, etc. Il a fallu transformer ceci en organisation, non plus organisation juive de combat. Là, c'était compréhensible. Là, ça devenait un mouvement de résistance et c'était plus une armée juive. Voilà. Il n'y avait plus, évidemment, l'OJC n'exigeait pas de serment. Vous appartenez à l'OJC, c'est un recrutement dans la résistance sans serment. Voilà la différence entre l'AJ et comment l'évolution s'est faite entre AJ et l'OJC. Maintenant, ce passage, je crois comme date et mémorial, il faut citer le 1er janvier 1944, je crois, il me semble. Il me semble 1er janvier. C'était la signature avec les EI. Le MJS pratiquement faisait déjà partie de l'AJ, etc. Et j'ai recruté moi-même beaucoup de cadres des MJS, etc. Alors, Simon Lévite et Ginevski, Ginevski à Grenoble, etc. Henri Pourillez, qui était chef du mouvement, d'abord Jacques Weintraub, avant qu'il soit déporté, était chef du mouvement de jeunesse juive du MJS à Nice. Celui de Lyon était dirigé par Mittelmann. Elek Mittelmann, c'était Elek, n'est-ce pas? Et était déjà gagné à cette idée-là, quoiqu'ils étaient de tendance très gauchiste, très socialiste de gauche.
c'est-à-dire pratiquement chômeurs à saillir, etc. Mais, ou bien socialiste de gauche, l'ancien Coalition de gauche, etc. Cela était déjà acquis plus ou moins à l'idée de l'armée juive parce qu'eux, ils avaient évidemment comme idéologie sioniste. Par conséquent, ils savaient qu'il fallait un jour ou l'autre faire son alia et par conséquent, comme la Ghana était... Ah oui, entre-temps, je dois vous le dire qu'on était au courant qu'on avait signé un accord avec la Ghana. Nous étions... L'AGI était le représentant de la Ghana en France. C'était pas officiel, évidemment, c'était pas sur les affiches et ni dans les journaux. Mais les gens responsables des mouvements juifs savaient que nous étions les représentants de la Ghana en France, que nos chefs, Polonsky, Lublin, Geoffroy, etc., c'était devenus des membres de la Ghana, etc., et que nous avions un soutien de la représentation de la Ghana et de la Sornout à Genève, en Suisse, c'est-à-dire la Valdassala, que nous recevions des fonds, l'AGI recevait des fonds pour être distribués évidemment au mouvement de résistance sionistes ou juives en France, etc. Par conséquent, nous étions reconnus à ce titre-là. Voilà à peu près l'évolution des choses. Voilà. Maintenant, les mouvements de jeunes parallèles ont été entraînés automatiquement, vous savez, d'après les nécessités. C'était peut-être pas ceux qui étaient en tête des mouvements étaient forcés très souvent de suivre cette ligne-là, soit parce qu'ils obtenaient une aide considérable financière et cadre de l'armée juive, etc. Eux, ils n'avaient pas de maquis à eux. Les maquis, c'était les maquis de l'AGI, etc. Il n'y a que les EI qui avaient un maquis, évidemment, en collaboration également avec l'MJS. Les EI avaient un autre maquis, je vous dis. EI était un mouvement français. Évidemment, c'était un mouvement organisé bien avant la guerre. Ils n'attendaient pas la guerre, ou bien la clandestinité pour être organisée. Ils ont acheminé tous les cadres qui étaient disponibles vers cette activité-là. Et c'était des cadres très motivés, très dévoués, comme les EI peuvent l'être. Évidemment, c'était une organisation qui était toute prête à suivre le mouvement. C'est pour ça que l'OJC est né lorsque le EI surtout ont signé avec l'AGI et le MJS en même temps cet accord d'accepter évidemment la supervision, pas les ordres de l'AGI, la supervision de l'AGI, la coordination des activités avec l'AGI. Parce que l'AGI était restée jusqu'au bout celle qui représentait la résistance juive en France avec les organisations juives internationales comme le Joint, Valdassala, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Yvonne. Alors, comme vous dites, vous avez déjà eu un aperçu des mouvements de jeunes,